Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous, auditrices, auditeurs d'Ifriqiya FM. Dans ce numéro de Santé Magafrique, nous revenons sur une actualité douloureuse, la mort de 2 enfants en Algérie, à Ouml-Bouakhi précisément, victimes de la rage, une maladie ancienne mais toujours mortelle si elle n'est pas prise en charge rapidement. Alors que l'Algérie intensifie ses mesures de prévention, la rage continue de poser un défi majeur en Afrique entre vaccination, gestion des chiens errants, coordination politique et rôle des structures sanitaires. Nous allons explorer ensemble les enjeux sanitaires, économiques et sociaux liés à cette maladie évitable avec notre infectiologue, le docteur Yasser Hamouk. Bonjour docteur, merci de répondre présent. Bonjour Samara, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur, et vous, et la santé? Ça va, merci. Merci docteur. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qui s'est passé récemment? On parle de Ouml-Bouakhi, de ces enfants qui sont morts à cause de la rage, ces 2 cas de rage chez les enfants. Qu'en dites-vous docteur? Un commentaire. Oui, malheureusement, chaque année, on continue à avoir des décès dus à la rage humaine, qui, rappelons-le, est une maladie sans prise en charge et mortelle à quasi 100%, qui est due à une morsure, à une griffure, le plus souvent, ou à un léchage d'un chien sur une peau lésée, d'un être humain, le plus souvent des enfants, malheureusement, et qui ne sont pas pris en charge. Donc malheureusement, comme je l'ai dit, l'issue est pratiquement à 100% mortelle. Et c'est ce qu'on a eu dans la wilaya d'Ouml-Bouakhi avec 2 enfants décédés de cette pathologie très très grave. Donc c'est une occasion de sensibiliser encore une fois, que ce soit la population générale ou le personnel de santé contre cette maladie très grave. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui de statistiques récentes? Nationales ou internationales? Les deux, nationales ou bien continentales? Alors national, on parle de 20 décès par an, à peu près, dû à la rage. Sur le plan international, on parle quand même de 59 000 décès chaque année dans le monde, dont 2 tiers en Afrique, notamment les zones rurales d'Afrique et d'Asie. Alors l'Afrique, malheureusement, c'est 2 tiers des cas. Donc, c'est 20 000 décès par an en Afrique, dont 40% de moins de 15 ans. Est-ce qu'il y a eu des mesures immédiates, justement, qui ont été prises pour faire face, justement, à cette tragédie? Oui, des mesures immédiates. Alors déjà, d'avoir une cellule de prise en charge psychologique, parce que c'est très dur de perdre un membre de la famille, notamment un enfant, cette maladie qui est mortelle rapidement. C'est un véritable drame sanitaire et familial. Donc une cellule d'aide psychologique. Malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes de chiens errants dernièrement dans cette wilaya. Donc il y a eu des mesures en vaccinant les victimes de morsures et en prenant en charge les chiens errants notamment. Mais c'est des mesures qui sont connues partout, mais on a essayé d'activer ces mesures dernièrement vu le nombre de victimes. D'accord. Pourquoi est-ce que la rage reste toujours une maladie mortelle malgré les progrès de la médecine? Alors, il faut rappeler que la rage, c'est une maladie très ancienne, on parle de milliers d'années. C'est ça. C'est une maladie qu'on ne va jamais éradiquer. Pourquoi? Parce que le réservoir est animal. Et quand le réservoir est animal, on ne peut pas éradiquer la maladie parce qu'on ne peut pas contrôler tous les animaux sur Terre. Les maladies qu'on a pu éradiquer et qu'on peut éradiquer sont les maladies qui sont strictement humaines. Comme ça a été la variole dans le passé, comme j'espère ce sera le cas pour la rougeole et la poliomyélite dans l'avenir, parce que c'est des maladies humaines et on peut contrôler les humains, notamment par la vaccination. Quand il s'agit d'un réservoir animal, c'est impossible d'éradiquer la maladie. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lutter contre le réservoir. Il faut se rappeler que les réservoirs sont différents selon les continents.
En Amérique du Nord, ce sont les chauves-souris. En Europe, c'est plutôt le renard. Donc, ce sont des animaux sauvages. En Afrique, ce sont les chiens, malheureusement, notamment les chiens errants. Vous savez très bien que en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, dans les zones rurales, on a beaucoup de chiens, mais ces chiens ne sont ni contrôlés ni vaccinés. Là, je parle de chiens domestiques, c'est-à-dire les chiens qui ont des propriétaires. Alors, vous imaginez même pas les chiens errants qui n'ont pas de propriétaires, qui sont ni contrôlés ni vaccinés. C'est pour ça qu'on continue, malheureusement, à avoir des victimes chaque année. Et en cas de prise en charge immédiate de la personne que des chiens ont mordu ou léché ou un animal carrément enragé, est-ce qu'il y a un espoir de survie? Ah oui. Il y a une efficacité pratiquement à 100% si on prend en charge une victime rapidement. Le traitement, c'est un vaccin. Donc, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire après la morsure. Alors, il y a deux types de traitements. Il y a le vaccin en lui-même, le vaccin contre la rage, qu'on va utiliser juste après la morsure. Et on a le sérum antirabique, donc ce sont des anticorps qui sont produits soit par les chevaux, c'est comme pour le tétanos, c'est comme pour la diphtérie. Donc ce sont des anticorps déjà prêts qu'on va utiliser notamment dans les morsures les plus graves. Quand je dis les morsures les plus graves, ce sont les morsures profondes délabrantes, les morsures qui touchent le visage, la tête, les organes génitaux externes, les morsures multiples. Là, on va utiliser les deux, que ce soit le vaccin antirabique et le sérum antirabique rapidement, et c'est d'une efficacité qui est de 100%. Très bien. Donc il y a de l'espoir. Donc les victimes, malheureusement, ce sont ceux qui ne se sont pas présentés dans les structures de santé. Surtout les enfants, parfois ils ont peur de déclarer qu'ils ont été mordus, qu'ils ont été griffés, ou bien quelqu'un qui a beaucoup de chiens, il va se dire non, c'est pas grave, ça m'arrive d'être mordu, d'être griffé. Donc ils ne se présentent pas au centre de santé. Soit le vaccin n'a pas été suivi parce que c'est pas une seule dose, c'est plusieurs doses. Soit il faut un suivi, le calendrier vaccinal, le calendrier vaccinal n'a pas été respecté. C'est là on risque d'avoir des problèmes. Mais sinon, si la prise en charge est rapide et respectée, l'efficacité elle est pratiquement à 100%. Très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant, parce qu'on avait commencé avec, pour mettre les gens dans l'image, dans le contexte, on a commencé par l'actualité, une actualité qui règne au nord de l'Afrique, en Algérie. Maintenant, pour la compréhension médicale, il y a des gens qui ne connaissent toujours pas comment se transmet la rage et quels sont justement ses principaux symptômes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces points, docteur? Alors la rage, c'est une zoonose, c'est-à-dire... Très bien, de l'animal à l'être humain. Animal. Qui va se transmettre à l'homme. Le réservoir est animal. Le réservoir initial, c'est la chauve-souris. Il y a d'autres réservoirs comme les chiens, les chats, des rongeurs. Donc, il faut faire attention aux hamsters. Les rats aussi, parfois, les souris, les rats. Oui, les rats, les souris, mais je parle plutôt d'animaux domestiques parce qu'il y en a qui vaccinent les chiens et les chats. Et ils ont des hamsters, des chinchillas, d'autres rongeurs qui ne sont pas pris en charge. Pour eux, ils ne sont pas concernés par la rage alors que c'est faux. Ça peut toucher même les chevaux. C'est des cas anecdotiques. Mais il y a eu déjà un décès d'une personne en Afrique du Sud parce qu'elle a été mordue par un cheval enragé. Donc vous voyez que ça peut toucher beaucoup de mammifères. Ça, c'est très important. Plus rarement des oiseaux, mais ça peut exister. La transmission, le plus souvent, là, je parle de plus de 95%, ce sont soit... Alors, il faut rappeler juste que le virus existe chez l'animal enragé dans les glandes salivaires. Donc, le virus existe dans la salive. Ça, c'est connu, oui. Donc, soit cet animal va mordre la personne. Et quand je dis mordre, ça veut dire effraction, c'est-à-dire il y a une blessure. Si l'animal me mord sur une veste ou un pull, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire il faut qu'il y ait effraction cutanée, c'est-à-dire une blessure. Soit par morsure, c'est une voie, tout simplement. Soit par griffure. Pourquoi griffure? Parce que vous savez que les animaux lèchent leurs pattes. Donc, ils mettent de la salive sur leurs pattes et on peut se griffer avec, bien sûr, effraction cutanée. On peut être contaminé. Un simple soit par
léchage sur une peau lésée. Par exemple, un éleveur, un dresseur de chiens, un garde forestier qui a une blessure au niveau de la main, par exemple. Déjà, il y a une plaie. L'animal, en le léchant, il peut le contaminer. Alors, ça c'est dans plus de 95% des cas. Ça peut exister par voie respiratoire, l'inhalation d'aérosols, ou de gouttelettes, ou de poussière infectée, c'est exceptionnel. C'est surtout dans les grottes qui sont habitées par des chauves-souris infectées. Donc, c'est plutôt l'Amérique du Nord. Dans les rares cas, on peut avoir une atteinte humaine entre êtres humains. C'est par exemple quand on prend une greffe de cornée d'une personne qui a été contaminée vers une autre personne, mais ça c'est vraiment de la théorie. Dans plus de 95% des cas, soit morsure d'un animal infecté, soit griffure d'un animal infecté, soit léchage d'un animal infecté sur une peau lésée. Voilà, c'est clair. Maintenant, si on parle de la différence, donc vous venez de parler de la différence entre les morsures et tout. Maintenant, les gestes à adopter immédiatement après une morsure, je parle des gestes à adopter immédiatement avant la prise en charge médicale, après une morsure ou une griffure suspecte. Oui, ça c'est. Alors, la première étape, c'est la prise en charge. Comment on appelle ça, du point de la griffure ou de la morsure, c'est-à-dire au niveau de la lésion. Avant d'aller à l'hôpital, il faut laver à l'eau savonneuse. De l'eau, du savon, on essaye de laver immédiatement, de manière abondante, la région. De l'eau et du savon, ça suffit. Ça, c'est pour éliminer le maximum d'agents infectieux, donc le maximum de salive, Voilà. On peut utiliser après un antiseptique, soit, je dis bien après le lavage à l'eau savonneuse, on peut utiliser un antiseptique. L'antiseptique qu'on a sous la main, de l'alcool à 70 degrés ou de la bétadine, par exemple. Et puis, c'est comme après les morsures de serpents, etc. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas courir. Au contraire, ça va plus faire transporter les virus dans le sang. On va aller à l'hôpital, on va se faire examiner. Et là, ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra du nombre des morsures, ça dépend de la profondeur des morsures. Donc, au niveau du centre de santé, on va bien laver, on va bien désinfecter. On va donner le vaccin antirabique, ça c'est obligatoire. On peut ajouter le sérum antirabique, je l'ai dit, selon si c'est des morsures multiples, si c'est profond, si ça atteint le visage, la tête, si ça atteint les organes génitaux externes. Et puis, pour la suture, il y en a beaucoup qui demandent pourquoi on ne suture pas. Les plaies après une morsure de chien, c'est pour aérer, pour laisser, parce que l'air, il tue les virus, donc on laisse au maximum les plaies ouvertes, ou bien on fait un petit point ou deux petits points de suture. On va pas suturer toute la plaie. Et après, on va nous donner une carte de vaccination avec les dates qu'on doit respecter, parce que ça dépend des vaccins. Il y en a qui ont 4 doses, il y en a qui ont 11 doses, 8 doses, 12 doses. Donc on doit les respecter. Donc voilà, grosso modo, la prise en charge. D'accord. Et justement, on reste toujours avec la prise en charge. On parle d'avant et de bien avant. Et après, quand ça devient, c'est bon, fatal. Maintenant, à partir du moment où les symptômes commencent à apparaître, ou une fois les symptômes apparus, est-ce qu'il y a un traitement curatif? Alors, une fois les symptômes apparus, malheureusement, pratiquement dans 100% des cas, il n'y a plus d'espoir. D'accord, donc c'est fatal. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que moi, j'ai eu malheureusement quelques cas de rage humaine. Déjà, autant que médecin, c'est dramatique parce que... C'est dur. Déjà, tu te sens inutile parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et il faut expliquer aux familles qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est terrible. Et il y a une incompréhension totale. Et quand je dis il n'y a plus rien à faire... C'est vrai, docteur, il faut savoir qu'un médecin, il gère aussi les familles des personnes, des patients et tout. Ça, c'est un point que beaucoup peut-être ignorent. Hein. C'est ce qui rend ce métier difficile et très noble. Oui, déjà gérer des pathologies lourdes comme le cancer, Parfois il y a pour quand même un annoncer... petit espoir.
il y a un petit espoir, c'est très difficile. Alors qu'une maladie comme la rage, où il n'y a plus d'espoir, c'est catastrophique parce que même au début des symptômes, la victime est en bon état. Elle parle, elle discute, elle mange, elle marche. Et les gens ne comprennent pas que leur parent va mourir d'ici quelques jours, voire d'ici quelques semaines, et qu'il n'y a plus d'espoir, que ce soit à Ouagadougou, au Cap, à Tunis, en Suisse, aux États-Unis, au Danemark. Il n'y a plus d'espoir. Il y a quelques protocoles qui ont été utilisés, dont le protocole de Milwaukee, on va plonger le patient dans le coma, on va utiliser des médicaments. Mais déjà l'espoir, c'est à peu près 8%. Et ça laisse beaucoup de séquelles. On va se retrouver avec un patient qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui n'arrive pas à marcher. Donc même l'OMS a désavoué ce protocole. Donc on va dire que dans la majorité des cas, dans 99,99% des cas, il n'y a plus d'espoir. Dès qu'il y a apparition de symptômes, c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, nous allons parler aussi de la situation en Afrique. Si on se focalise un petit peu sur notre continent, si on parle généralement de la situation générale de la rage en Afrique aujourd'hui, surtout quels sont les pays les plus touchés et pourquoi? Alors malheureusement, on ne peut pas dire quels sont les pays les plus touchés parce qu'il y a une sous-évaluation. D'accord. Il y a beaucoup de patients qui décèdent sans diagnostic parce que il y a les formes. Après, on va parler des symptômes. Il y a les formes qui sont évidentes de la rage. Il y a des formes qui sont pas évidentes et parfois on fait des sous-évaluations. D'accord. Alors les pays les pays à haut risque en Afrique, ce sont les pays de l'Afrique du Nord. Donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais docteur, qu'est-ce que vous voulez dire par sous-évaluation exactement? Est-ce qu'on sous-évaluation, on évalue ça reste rare. La rage, c'est une maladie rare. Quand je dis 20 000 cas en Afrique, si on compare avec le paludisme, le paludisme, c'est des dizaines de millions de cas chaque année. Le paludisme, on le connaît, les médecins le connaissent. N'importe quel médecin en Afrique subsaharienne connaît le palu, c'est comment le diagnostiquer, va y penser. La rage, c'est pas évident. Quand le patient vient, il y a ce qu'on appelle la forme paralytique. C'est pas évident. On va penser à d'autres diagnostics. Le patient va mourir et on va pas y penser. Donc il y a vraiment une sous-déclaration en Afrique. Il y a des pays qui déclarent. Il y en a qui déclarent même pas. C'est pour ça que l'OMS donne des statistiques qui sont un peu remis avec des pincettes. Bon, les pays les plus connus sont des pays avec les maladies zoonotiques les plus importantes. Donc il y a l'Afrique du Nord. Il y a quelques pays d'Israël comme le Mali, le Niger, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie. Mais il y a une sous-déclaration vraiment importante malheureusement. Comment les organisations internationales comme l'OMS ou Africa CDC interviennent ou interviennent-elles sur le continent, docteur? Franchement, c'est une question. J'ai dit que le nombre de cas, il est faible, donc c'est plutôt à la charge des États. C'est un truc peut-être négligé, c'est une maladie négligée. Oui, c'est une maladie négligée qui ne fait même pas partie des maladies tropicales négligées, pour te dire, parce qu'il y a un nombre faible de décès, bien que ce soit dramatique, mais on se focalise plus sur des maladies qui donnent des millions de décès, comme le palu, la tuberculose, le VIH, etc. Donc c'est une maladie qui est relativement négligée, qui est à la charge des pays et pas à la charge de grandes institutions. D'accord, donc si on parle des défis structurels qui freinent l'éradication plutôt de la rage, nous allons parler du fait qu'elle soit une maladie déjà négligée. Donc est-ce qu'il y a aussi un manque de vaccins, d'infrastructures, de coordination, docteur? Non, vous savez, la rage, c'est plus... c'est pas à la charge des ministères de la Santé. Les ministères de la Santé sont plutôt dans la prise en charge des patients, des conséquences de la rage. La rage, c'est plus à la charge des ministères de l'Environnement, des ministères de l'Agriculture. Ce sont des ministères de l'Intérieur, en ce qui concerne l'abattage des chiens errants, tout ce qui est médecine vétérinaire. Le ministère de la Santé, notamment
aussi l'Africa CDC, l'OMS, etc., prennent en charge surtout les conséquences de ce phénomène qui doit être pris en charge par d'autres secteurs. Donc, c'est la défaillance de ces secteurs qui sont encaissés par les structures de la santé. C'est pour ça que dans la prévention, bien sûr, il y a les vaccins, parce que j'ai parlé de vaccins après exposition, mais il y a les vaccins pré-exposition, parce que comment on appelle ça, ceux qui entraînent les chiens, les gardes forestiers, les vétérinaires, ces gens-là ne doivent pas attendre d'être mordus pour se faire vacciner, ils doivent se faire vacciner chaque année, parce qu'ils sont en danger perpétuel. Mais c'est pas une solution, parce que là, on est en train de protéger contre la rage humaine, mais il faut pas oublier la rage animale. Donc, il faut vacciner les chiens domestiques. Il faut que tous les gens qui ont des chiens domestiques les chiens et les chats, doivent les vacciner chaque année. Il faut abattre les chiens errants, les animaux errants, ou bien les prendre dans les refuges et surtout les vacciner. En ce qui concerne les animaux sauvages, il faudrait les contrôler et surtout faire de la sensibilisation pour les gens qui aiment l'aventure et l'exploration, etc. Dans les pays européens où c'est pas le chien, mais c'est plutôt le renard, il y a une forme de vaccination d'animaux sauvages, mais aussi de sensibiliser les amateurs de forêt, les gardes forestiers, etc. Donc, c'est un phénomène qui dépend de plusieurs secteurs. Il faut que plusieurs secteurs fassent leur travail pour diminuer le nombre de décès chaque année. Est-ce qu'il y a des stratégies régionales ou continentales pour éradiquer la rage d'ici 2030, comme le recommande justement l'OMS? C'est ce que je viens de dire. Ça dépend d'où on est. En Amérique du Nord, il faut lutter contre... il faut contrôler les chauves-souris. En Europe, c'est plutôt les renards. Et en Afrique, c'est plutôt les chiens. Tout simplement la source. Et surtout les chiens. Surtout les chiens. Mais maintenant, docteur, les enjeux financiers pour les pays africains. Est-ce qu'on parle du coût de la prévention ou du coût de la prévention versus le coût du traitement? Alors, on parle de la rage coûte à l'espèce humaine environ 7 milliards de dollars chaque année, ce qui est énorme. Malheureusement, dans les pays africains, c'est pas une priorité. C'est pas clairement une priorité la rage, parce qu'on a des problèmes de santé qui sont plus graves et qui donnent des milliers et des milliers de décès. C'est-à-dire quand on parle de palu, de tuberculose, d'Ebola actuellement, de choléra. Donc malheureusement, dans plusieurs pays africains, ça coûte beaucoup d'argent, donc on ne peut pas se permettre de financer des campagnes de vaccination, que ce soit animales ou humaines. Donc c'est très lourd pour les pays africains. D'accord, docteur. Maintenant, nous arrivons à notre dernier chapitre il s'agit de la sensibilisation et perspective. Donc, est-ce que la population est déjà suffisamment informée sur les risques liés aux morsures et la nécessité de consulter rapidement? Sinon, quelle est la place des écoles, des médias et des associations justement dans la prévention de la rage? Je pense qu'il faut toujours alerter contre la rage, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de décès relativement, donc on a tendance à l'oublier. Et on en parle maintenant parce qu'il y a eu un drame récemment en Algérie, comme il y en a dans tous les pays africains. Moi, le message que je voudrais passer, c'est que une fois les symptômes apparus, il n'y a plus d'espoir. Et ça, c'est dramatique. Alors, les symptômes, c'est terrible. C'est terrible. Dans la majorité des cas, on a une personne qui est agitée, qui a des hallucinations, qui est un peu agressive. Est-ce que ces hallucinations, docteur, parce qu'on a des appréhensions, est-ce que ces hallucinations, c'est une perte de conscience? Est-ce que la personne devient insensible? Est-ce qu'il y a des douleurs physiques carrément? Est-ce que la personne, elle souffre? C'est des hallucinations, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'hydrophobie. D'accord. La phobie de l'eau. C'est quand on n'arrive pas à boire de l'eau. Quand on boit de l'eau, on a des spasmes. Quand on entend le bruit de l'eau, on a des spasmes. C'est très dur. Quand on entend une rivière, quand on entend un ruisseau, quand on entend quelqu'un qui fait le parterre, on a des spasmes douloureux. Il y en a qui font de l'aérophobie. Le fait de le ventiler, de mettre un ventilateur ou il y a des spasmes, c'est des spasmes douloureux, ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines.
et dans tous les cas, ça va au décès. C'est pour ça que parfois, quand c'est dur, on garde quand même le patient à l'hôpital. On va lui donner des sédatifs pour faciliter son décès. Mais c'est le message que je voudrais passer, c'est qu'une fois les symptômes installés, il y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Donc, il ne faut pas sous-estimer une morsure d'un chien errant, une griffure. Je sais que parfois, pour se déplacer dans un centre de santé, c'est une grande distance. Et puis, on va revenir parce que c'est plusieurs injections. Mais il ne faut pas sous-estimer le danger parce que c'est le décès à 100%. D'accord. Maintenant, on termine avec cette question. Quelle piste concrète pour réduire carrément à zéro les décès dus à la rage en Afrique dans les prochaines années, même dans le monde, hein? Alors, il faut qu'il y ait une coopération de tous les secteurs. Je l'ai dit, ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, pour lutter contre les animaux domestiques errants, les chiens errants, les chats errants. Il faut soit les vacciner, soit malheureusement lutter contre ce phénomène-là. Et bien sûr, assurer la disponibilité des vaccins dans tous les centres de santé, notamment en Afrique subsaharienne, parce que parfois on a besoin de parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire vacciner. Donc il faudrait assurer la disposition de ce vaccin dans tous les petits centres de santé. Comme ça, on va encourager les gens qui ont été victimes de morsures, de griffures, de se faire vacciner rapidement. Merci beaucoup, docteur. Merci pour cet éclairage, pour ces informations, pour ces réponses. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Santé Mag Afrique. Nous avons vu que la rage n'est pas seulement un problème de santé, mais aussi une question de gouvernance, d'éducation et de responsabilité collective. Chaque morsure peut être une alerte, mais aussi une opportunité de sauver une vie si la prévention et la prise en charge sont rapides. En Algérie, comme partout en Afrique, l'enjeu est clair: coordonner les efforts, renforcer la vaccination animale et humaine et surtout sensibiliser nos populations. La rage est une maladie évitable, elle ne devrait plus coûter de vie. Merci à notre invité pour ces éclairages et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Afrique FM de Santé Mag Afrique.